La France au bord de l'abîme, les chiffres officiels et les comparaisons internationales, c'est le nouveau livre d'André-Victor Robert, aux éditions L'Artilleur. André-Victor Robert est économiste et statisticien, il publie régulièrement dans Front Populaire. La France au bord de l'abîme, c'est l'analyse d'une chute depuis 30 ans à l'aide de chiffres officiels. Il s'agit de comprendre sur tous les aspects comment on en est arrivé là et quels sont les moyens de s'en sortir. La France au bord de l'abîme, c'est l'analyse d'une chute et les perspectives pour l'éviter. André-Victor Robert va faire une démonstration en 7 points extrêmement détaillée en nous montrant à chaque fois comment on en est arrivé là et quelles sont les perspectives pour changer de direction. Le livre d'André-Victor Robert est extrêmement détaillé, très complet, et pour chacun de ces chapitres, je vais vous donner juste un bref aperçu en vous montrant à chaque fois une source, un résultat, et je vous laisse évidemment découvrir la suite en lisant le livre. Tous les chapitres ont un lien entre eux et ils s'enchaînent. On démarre de la situation de l'éducation pour passer par tous les aspects de l'économie et pour finir par les nécessaires changements des institutions. Tout d'abord sur la partie éducation. André-Victor Robert dresse un certain nombre de constats, notamment celui de la dégringolade de la France aux différents classements de l'éducation des différents pays de l'OCDE. Sur celui-ci par exemple, le classement PIAC, on voit que la France n'est pas très bien placée au sein des pays de l'OCDE, que ce soit en littérature ou que ce soit en mathématiques. Il ne s'agit pas d'une situation ancienne, mais bien d'une dégringolade. André-Victor Robert dresse un bilan de l'éducation, de ce qu'elle est devenue, avec notamment la question du recrutement des professeurs et de leur rémunération. Une rémunération qui est aujourd'hui extrêmement basse au regard des autres rémunérations en France et au regard des rémunérations des professeurs dans les autres pays de l'Europe par exemple. Le fait de ne pas payer cher les professeurs pose des problèmes en termes de recrutement. Évidemment, il est difficile pour des très bons élèves de se dire qu'on va devenir professeur pour une paye qui est aussi misérable. Ce faisant, on voit d'année en année le niveau de recrutement baisser, avec des difficultés pour trouver des professeurs qui passent les barres d'admissibilité et une baisse d'année en année de ces différentes barres pour réussir à recruter suffisamment de professeurs pour assurer des cours. Ce faisant, en baissant le niveau de recrutement, évidemment que la qualité d'enseignement général s'en fait ressentir. Et c'est un cercle vicieux où on paye peu les professeurs, on les recrute mal et on continue de peu les payer parce qu'ils sont mal recrutés. C'est donc un changement complet de paradigme qui devient nécessaire et que l'auteur nous propose. Et le niveau d'éducation, c'est à la base de tout le reste. Le niveau d'éducation est fortement corrélé ensuite à la productivité qu'il y aura dans le pays et à la rémunération à laquelle pourront prétendre les citoyens. Deuxième aspect évoqué, la macroéconomie. Parmi tout ce qui est développé dans ce livre, je vous montre juste le PIB par heure travaillée qui donne une idée de la richesse produite par les heures de travail. Ce n'est pas un indicateur parfait, il ne rend pas compte de la distribution de la richesse au sein du pays, mais il donne juste une idée des pays les uns par rapport aux autres. On aperçoit la France qui est en queue de classement en termes d'évolution depuis 2000. En effet, entre 2000 et 2020, l'évolution du PIB par heure travaillée n'a augmenté que de 18%. C'est assez faible au regard des autres pays européens ou de l'OCDE. Ce résultat nous donne donc un aperçu de la situation économique difficile de la France, une situation qui se dégrade au regard des autres pays. La richesse, les revenus passent pour beaucoup par le travail et donc il est important de regarder la productivité. Parmi tous les éléments qui sont regardés dans ce livre, juste un petit focus sur la productivité du travail pour remarquer qu'entre fin 2019 et fin 2022, la productivité réelle du travail par personne a baissé en France. Et ça, c'est à cause des nombreuses mesures qui ont été prises pendant la crise Covid-19. Sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé des impacts délétères des mesures prises sur la santé des gens, mais il y a des impacts extrêmement forts aussi sur l'économie. Et l'ensemble des mesures qui ont été prises ont en partie détruit l'économie française comme dans de nombreux pays. Et cette destruction aura des impacts extrêmement lourds sur la vie des gens pendant encore de nombreuses années. Quatrième aspect qui est discuté, c'est l'immigration. Sur ce quatrième point, détaillons un petit peu puisque c'est un sujet complexe et multiple et qui est extrêmement caricaturé par les médias français. En ne présentant que deux aspects, les gentils qui voudraient ouvrir entièrement les frontières et que tout le monde puisse se balader partout, et les méchants qui voudraient fermer les frontières. Et la seule chose qui est présentée par les médias, ce sont des slogans chocs, et c'est de la morale, et c'est pas du chiffre. Un des slogans brandis par les uns et fustigés par les autres, c'est la fameuse histoire de grand emplacement. Plutôt que de rentrer dans des questions morales pour savoir si c'est bien ou si c'est mal, André-Victor Robert nous propose des chiffres. Et c'est la base. Il s'agit quand même de savoir combien de personnes rentrent chaque année en France pour avoir une idée du flux. Le premier chiffre à regarder, ce sont les premières admissions au séjour, c'est-à-dire les immigrés qui arrivent en France et qui réclament un titre de séjour. On est donc en train de compter des immigrés qui ne sont pas en provenance des pays européens, qui n'ont pas besoin de titre de séjour, ni des immigrés en provenance de la Grande-Bretagne. On peut voir que les immigrés, en dehors du reste de l'Europe et de la Grande-Bretagne, arrivent au nombre de 200 à 250 000 tous les ans.
C'est donc un grand nombre pour un pays de 67 millions d'habitants. Ce nombre ne fait d'ailleurs qu'augmenter depuis 15 ans. Il y a juste en 2020 où il a ralenti un petit peu pendant la crise sanitaire avec les différents confinements, mais il a quand même passé les 200 000 entrées. Les deux motifs principaux évoqués sont les motifs familiaux et les étudiants. Ces 250 000 immigrés qui arrivent par an, en dehors des pays européens encore une fois, viennent en écrasante majorité de pays d'Afrique du Nord. Et les immigrés en provenance d'Algérie, Maroc, Tunisie représentent plus de 40% des détenteurs d'un titre de séjour en France. 250 000, on a dit que c'est un gros chiffre, mais il faut le comparer à quelque chose. Si on le compare par exemple au nombre de naissances. En France, il y a chaque année entre 700 000 et 800 000 naissances. Donc en France, il y a entre 700 000 et 800 000 descendants de Français qui arrivent sur le sol. Dans le même temps, il y a chaque année 250 000 immigrés qui arrivent en France en dehors des pays européens encore une fois. 250 000 d'un côté, 750 000 de l'autre. Cela signifie que sur les nouveaux arrivants en France, quelle que soit la méthode, il y a environ un quart qui proviennent de l'immigration en dehors des pays européens encore une fois. Cela signifie juste que c'est significatif. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, mais on ne peut pas dire que c'est rien. Ce n'est pas un nombre qui se fond dans la masse, c'est quelque chose qui est massif. C'est donc une population massive et il est important de se poser la question de la situation de ces personnes sur le territoire français. Et notamment, on a des chiffres sur l'emploi de ces personnes. Et ce que l'on observe, c'est que le taux d'emploi des personnes immigrées, notamment en provenance des pays d'Afrique, qui sont majoritaires parmi ceux qui ont des titres de séjour, est plus faible que le taux d'emploi des autres immigrés ou que des personnes non immigrées en France. Et leurs taux de chômage et taux d'inactivité sont également plus élevés. Cela signifie qu'il y a un grand nombre d'arrivants et notamment que parmi ces arrivants, il y a de très nombreuses personnes en difficulté. Donc il n'y a pas une histoire toute rose où on accueille des gens et où ça se passe bien. Il y a des arrivées massives et il y a au sein de cette arrivée de grandes difficultés. On n'est pas en train de lancer des théories sur pourquoi il y a des difficultés, mais de le constater. Cela signifie qu'il faut assumer le fait qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'intégration dans le marché du travail et donc d'intégration tout court. D'autres livres ont d'ailleurs été écrits et parlent du sujet. Le livre L'archipel français de Jérôme Fourquet parle de l'archipélisation de la France, avec les phénomènes massifs d'arrivée d'immigrés notamment, qui sont arrivés dans des banlieues de grandes villes et qui ont formé des archipels, c'est-à-dire des sortes de diasporas. Il ne s'agit pas forcément de la population qui a décidé de s'installer là, mais toute l'organisation qui a été mise en place avec notamment les logements sociaux en périphérie des grandes villes ont mécaniquement fait atterrir toutes ces populations immigrées aux mêmes endroits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le visage de la France, c'est une nation multiple et qui est divisée géographiquement, avec des zones entières sur le territoire français où on a concentré des populations immigrées. Et ce que dénonce Jérôme Fourquet, c'est le manque d'unité du pays avec cette façon de faire. Et on retrouve exactement les mêmes constats de la part de Christophe Guilluy dans la France périphérique, à savoir que tous les logements ouvriers, les emplois ouvriers ont été éjectés des centres-villes pour être balancés dans la France périphérique. On a donc ici exactement le même constat de séparation de la population. On a à l'intérieur des grandes villes et près des services publics deux types de population, des cadres supérieurs, aisés, et également des étudiants, et puis de manière séparée, dans du logement social, des populations immigrées en très grande difficulté. Et on a à l'extérieur des villes, en France périphérique, loin des services publics, une population de classe moyenne inférieure, complètement abandonnée. Selon sa sensibilité politique, on peut préférer un livre ou l'autre, les deux sont excellents et les deux méritent d'être lus. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai eu à étudier l'histoire de l'immigration du Nord-Pas-de-Calais pour comprendre le visage aujourd'hui du Nord-Pas-de-Calais qui est le résultat de toutes ces vagues migratoires. Et il se trouve qu'un mémoire a été écrit en 2007, Histoire et mémoire des immigrations dans le Nord-Pas-de-Calais du 19e et du 20e siècle. Et il retrace la totalité des grandes vagues migratoires de ce département. Pour résumer, sur la partie 20e siècle, après la fin de la Première Guerre mondiale, sont arrivés sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais de très nombreux Polonais venus pour la reconstruction et surtout pour l'exploitation minière. Ils ont aussi été accompagnés de jeunes Italiens et d'Allemands. Il fallait participer à leur reconstruction pour remplacer les jeunes Français morts à la guerre, mais également participer à l'exploitation minière, et il était beaucoup plus intéressant pour l'industrie minière de mettre au fond des mines des Polonais qui ne seraient pas soumis aux mêmes normes que les ouvriers français. L'étude de l'histoire montre d'ailleurs que ça s'est pas très bien passé à l'époque. Et c'est bien pour l'industrie minière qu'on a rempli les mines d'ouvriers polonais pas chers. D'un point de vue sociétal d'ailleurs, on a fait venir tous ces ouvriers polonais accompagnés de leur clergé. L'idée était surtout que ces Polonais ne se mélangent pas à la population française catholique, de façon à éviter toute formation d'unité. Le but, encore une fois, c'est d'avoir une main-d'œuvre pas chère et complètement différente de la population locale. Les immigrés, quand on veut les exploiter, on les fait venir avec leur clergé et leurs représentants religieux, pour les garder bien séparés du reste.
L'histoire s'est répétée après la Deuxième Guerre mondiale avec l'arrivée massive d'Italiens et d'Allemands, pour la reconstruction encore une fois et aussi l'exploitation minière. Et à partir des années 50, avec beaucoup de jeunes Italiens venus en France par un accord entre le gouvernement français et italien d'envoi de jeunes Italiens contre l'envoi de charbon. Nouvelle vague migratoire à partir des années 60 avec des Portugais et des Marocains qui arrivent pour l'exploitation minière, la sidérurgie, et puis avec les Algériens qui arrivent massivement après la guerre d'Algérie. Une deuxième vague migratoire de Portugais arrive à partir des années 70. Enfin, ensuite, il y a assez peu d'immigration en Nord-Pas-de-Calais dans les années 80-90, et à partir des années 2000, il y a une nouvelle vague migratoire qui arrive avec la reprise économique d'Algériens et de Marocains en majorité. Ce que l'on observe, c'est que toute l'histoire de l'immigration en Nord-Pas-de-Calais ne s'est pas fait pour le bonheur d'accueillir des gens, mais c'est toujours fait pour des raisons économiques et financières et pour arranger l'industrie. Il ne s'est jamais agi d'inviter des gens en vacances ou d'avoir la volonté d'en faire de nouveaux citoyens français, mais bien de les faire venir pour avoir de la main-d'œuvre exploitable à merci et surtout à pas cher, tout particulièrement au fond des mines et dans les conditions effroyables dans lesquelles c'était au début du XXe siècle. L'immigration, c'est toujours un déchirement, ça n'est pas une chose facile. Et la raison principale pour laquelle les grands acteurs financiers militent pour l'ouverture des frontières et l'immigration, c'est pour avoir de la main-d'œuvre à pas cher. La société ouverte, c'est une société déshumanisée, déculturée, de main-d'œuvre à pas cher. L'immigration, c'est une question complexe et multiple qui n'a pas une réponse unique. André-Victor Robert nous en offre un portrait qui est extrêmement détaillé sur tous les enjeux que cela donne, aussi bien d'un point de vue économique que sociétal, de façon à s'écarter le plus possible de la caricature fournie par les médias, dont voici un exemple, où l'on montre à chaque fois des manifestations pro-migrants et anti-migrants. Où il s'agit toujours de traiter la migration comme une espèce de question morale, mais sans jamais s'intéresser aux implications qu'elle a pour les gens et pour la société tout entière. Le cinquième point évoqué par André-Victor Robert, c'est le travail. On parle ici de qualité au travail, de retour au travail, de volonté au travail. Une question que l'on entend souvent quand on travaille sur le sujet, c'est de savoir si le RSA est un SAS ou une NAS. C'est-à-dire, est-ce que le RSA est une réponse transitoire qui va nous permettre de sortir de la pauvreté, comme un SAS, ou est-ce que le RSA, on reste bloqué dedans, c'est-à-dire ce qu'on va appeler une NAS? La Cour des comptes a fait une étude dans laquelle elle a suivi une cohorte d'entrants au RSA pendant 7 ans. Donc on a la première année, une cohorte de personnes, 81% qui touchent uniquement le RSA et 19% qui touchent un cumul de RSA et de PPA. L'idée se devait suivre pour savoir au bout de 7 ans ce qu'elles deviennent. Et sur 100 personnes qui sont entrées au RSA la première année, il n'y en a que 17 qui sont entièrement sorties et qui sont en emploi au bout de 7 ans. Ce que nous disent les chiffres, c'est que le système actuel est une nasse. Une fois que les gens rentrent dans le système du RSA, ils y restent. Il s'agit donc de partir de ce constat pour comprendre ce qu'il faudrait changer pour que les gens sortent de ce système entièrement et qu'ils quittent massivement le RSA relativement rapidement et que ça ne reste qu'une étape de transition pour retrouver une vie active. Dernier aspect, les finances du pays. Ce point est extrêmement détaillé pour se rendre compte de toute la gabegie qui a été lancée depuis 30 ans sur tous les grands projets français. L'énorme masse d'argent perdu sur la fraude fiscale, l'argent perdu également sur la fraude sociale, la gabegie totale de la politique du logement français, ce que coûte l'Europe à la France chaque année, le très célèbre scandale des autoroutes pour se rendre compte à quel point la collusion entre le monde politique et le monde de la finance peut être important et à quel point notre économie peut se faire ponctionner par des intérêts privés, et enfin le scandale de l'énergie où derrière des jolis slogans se cache en fait une gabegie financière colossale. Tous ces 6 premiers chapitres, ces 6 thèmes qui mènent la France au bord de l'abîme, nécessitent aujourd'hui des réponses fortes qui ne peuvent arriver que par des changements profonds au sein des institutions. Les changements proposés sont de 2 formes. Tout d'abord, le référendum d'initiative citoyenne. Et le deuxième point qui est beaucoup plus méconnu, c'est la nécessité de changer les juridictions pour répondre au coup d'état des juges. Si comme moi, vous n'êtes pas familier avec cette notion, vous y trouverez toutes les réponses dans le livre d'André-Victor Robert. La France au bord de l'abîme, c'est l'analyse d'une chute et les perspectives pour l'éviter. C'est une démonstration en 7 points, essentielle pour comprendre l'état des lieux de la France et pour commencer à débattre des perspectives pour s'en sortir. Et c'est publié aux éditions L'Artilleur.